Le claquement sec des talons frappant le marbre trancha net le silence pesant des funérailles. Alexandre Dubois leva lentement le visage, comme si le mouvement lui demandait un effort surhumain. Une petite fille, d'environ 8 ans, traversait l'allée centrale de la chapelle, se frayant un chemin entre les immenses couronnes de lys blanc. Vêtements usés, baskets déchirées, cheveux retenus par un vieil élastique détendu. Elle ne détournait le regard devant personne. Les invités commencèrent à chuchoter, un mélange d'indignation et de surprise. Un agent de sécurité fit 2 pas en avant pour l'intercepter, mais s'immobilisa lorsque l'enfant arriva près du cercueil ouvert. Elle se mit sur la pointe des pieds, regarda à l'intérieur pendant 3 secondes interminables, puis se tourna directement vers Alexandre. « Monsieur !» Sa voix était ferme, sans aucune trace de peur. Alexandre déglutit difficilement, broyant son mouchoir humide dans son poing. Il ne parvint pas à articuler une réponse. « Votre femme est vivante !» La phrase tomba comme un couperet. L'assemblée entière se figea. Alexandre sentit son estomac se nouer violemment. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. La fillette continuait de le fixer sans ciller, attendant une réaction. L'agent de sécurité s'avança de nouveau pour la faire sortir, mais Alexandre leva la main d'un geste brusque et autoritaire. « Attendez !» Il se leva doucement, sentant ses jambes vaciller sous son poids. Il marcha en titubant jusqu'à se trouver face à l'enfant. Son cœur battait si fort qu'il pouvait entendre le martèlement de son propre pouls dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Votre épouse, elle est vivante, je l'ai vue. » Alexandre saisit le bras de la petite avec précaution, presque avec la peur de la briser, et montra du doigt une salle latérale privée. Elle le suivit sans hésiter. Il ferma la porte derrière eux, les isolant du monde, s'adossa au bois verni, et prit 3 profondes inspirations avant de retrouver la capacité de parler. « Comment sais-tu qui je suis ? Tout Paris sait qui vous êtes. Votre photo est sur les immenses panneaux publicitaires des grands boulevards. » Alexandre se passa la main sur le visage, épuisé. Ses jambes tremblaient de manière incontrôlable. Il tira une chaise et s'y laissa tomber avant que son corps ne lâche. « Tu as dit que ma femme est vivante. Je l'ai vue. Quand ? Il y a 3 jours. 3 jours. Les funérailles avaient été programmées depuis 1 semaine. Le corps était resté à l'Institut médico-légal pendant presque 1 an avant qu'ils n'obtiennent enfin l'autorisation d'inhumer. » Alexandre plissa les yeux, tentant de traiter l'information. « Où l'as-tu vu ? » ?»« Dans un entrepôt abandonné près d'Aubervilliers, dans la zone industrielle. Je ramassais de la ferraille avec ma mère et j'ai entendu un bruit à l'intérieur. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il regarda la fillette attentivement pour la première fois. Vêtements vieux, couverts de la poussière grise de la ville, mains petites mais durcies par des callosités, ongles rongés. Quel bruit! Des gémissements, comme quelqu'un qui souffre beaucoup. Je suis entré et je l'ai vue allongée sur le sol, adossée au mur. Elle était blessée. « Blessée comment ?» Une coupure sur le front, des bleus sur les bras. Elle arrivait à peine à parler. Alexandre se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, cherchant désespérément la vérité dans ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé de l'eau. Je lui en ai donné. Ensuite, elle a demandé quel jour on était. Je lui ai dit. Et elle s'est mise à pleurer. La voix de l'enfant ne vacilla pas un seul instant. Alexandre tenta de déceler le moindre mensonge sur son visage, mais il n'y vit qu'une certitude absolue. Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? J'allais le faire, mais quand je suis revenu avec ma mère le lendemain, elle n'était plus là. On a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvée. Alexandre se leva trop vite. Il fut pris de vertige. Il dut se tenir à la table pour ne pas tomber. Tu la confonds peut-être avec une autre personne? Non, monsieur, c'était elle. De comment le sais-tu? La petite plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié et froissé. Elle le lui tendit. Alexandre le prit d'une main tremblante. Il le déplia lentement. C'était un dessin fait au crayon à papier. Le visage d'une femme, cheveux jusqu'aux épaules, grands yeux expressifs. Je l'ai dessiné pour ne pas l'oublier. Alexandre se rassit, sentant l'air lui manquer. Le dessin était simple, aux traits enfantins, mais il y avait quelque chose.
La forme du visage, la ligne douce du nez, cela ne prouve rien. Elle avait une tache de naissance juste ici. La fillette pointa son propre cou, juste sous l'oreille gauche. Alexandre cessa de respirer. Personne ne connaissait cette tache. Camille la cachait toujours avec du maquillage ou avec ses cheveux lâchés. Elle était petite, discrète. Seul lui connaissait son existence. Quel genre de tache? Ronde, de couleur brune, de la taille d'une petite pièce de monnaie. Alexandre lâcha le papier. La feuille tomba au sol. La pièce entière sembla tourner autour de lui. « Monsieur ?» Il se couvrit la bouche des deux mains. Ce n'était pas possible. Le corps dans le cercueil était juste là, de l'autre côté de la porte. Ils avaient fait des tests ADN. Ils étaient positifs. Son alliance était au doigt du cadavre. Les vêtements étaient les siens. Le corps est là-bas, je sais, mais la femme que j'ai vue était vivante. Elle m'a parlé. Qu'a-t-elle dit d'autre? La petite se mordit la lèvre inférieure, pensive. Elle a dit un nom. Je crois que c'était le nom de quelqu'un. Quel nom? Sébastien. Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines. Sébastien, son frère, le seul qui avait accès à tout, le seul qui avait aidé à organiser les obsèques, à gérer la paperasse administrative, l'identification du corps. « Tu es sûr ?» Elle l'a répété 2 fois. Elle parlait tout bas, mais je l'ai bien entendu. Alexandre resta silencieux pendant 30 secondes interminables. Sa respiration était lourde, irrégulière. Il regarda le dessin au sol, puis l'enfant. « Pourquoi es-tu venu d'ici ?»« Parce que j'ai vu sa photo dans le journal ce matin. Ça disait qu'aujourd'hui, c'était l'enterrement. Alors, je suis venu en courant. Tu es venu seul? Ma mère est malade. Elle ne peut pas marcher beaucoup. » Alexandre passa sa main dans ses cheveux, désespéré. Il réfléchit vite. Si Camille était vivante, quelqu'un avait mis un autre corps à sa place. Quelqu'un avait falsifié l'ADN. Quelqu'un qui connaissait le système de l'intérieur. Quelqu'un de proche. « Peux-tu m'emmener à cet entrepôt ?»« Je peux. »« Maintenant ?» La fillette hocha la tête. Alexandre ouvrit la porte. Le couloir était bondé de gens vêtus d'un deuil rigoureux. Il traversa la foule, sans regarder personne, tenant fermement la main de l'enfant. Quelqu'un prononça son nom. Il ne s'arrêta pas. Ils sortirent par la porte latérale. Son chauffeur était appuyé contre la berline noire blindée. « On y va. Monsieur Dubois, la cérémonie, on y va. Tout de suite. » L'homme ouvrit la portière arrière. Alexandre poussa doucement la petite à l'intérieur et entra juste derrière elle. Il claqua la portière. « Où ça, monsieur ?» Alexandre regarda l'enfant. « Aubervilliers, zone des entrepôts, côté canal. » La voiture démarra avec puissance. Alexandre regarda par la vitre teintée. Les gens aux funérailles commençaient à sortir, confus. Sébastien apparut sur le seuil de la chapelle, cherchant du regard. Leurs regards se croisèrent une demi-seconde à distance. Alexandre se tourna vers l'avant et prit une profonde inspiration. Si Camille était vivante, il allait la trouver, et si Sébastien avait quelque chose à voir là-dedans, il allait payer très cher. La voiture fendit le trafic parisien en silence. Alexandre regardait par la fenêtre sans rien voir vraiment. L'enfant était calme à côté de lui, les mains sur les genoux. « Comment t'appelles-tu »« Manon. »« Quel âge as-tu » ?»« 8 ans. » Alexandre hocha lentement la tête. 8 ans. Le même âge qu'aurait eu sa fille si elle était née. Camille avait perdu le bébé au 5e mois, 15 ans auparavant. Elle n'avait plus jamais réussi à tomber enceinte. « Ta mère est seule maintenant ?»« Elle est chez nous. C'est juste une bâche sous le périphérique, porte de la chapelle, mais elle ne peut pas sortir. Elle a la jambe très enflée. » Alexandre se tourna vers elle. « Ça fait longtemps que vous vivez dans la rue ?»« Depuis que j'ai 6 ans. Mon père est parti et on a perdu l'appartement. » Sa voix ne portait ni peine ni apitoiement. C'était juste un fait, une réalité dure. Alexandre sentit une oppression dans sa poitrine. « Et tu t'occupes de ta mère toute seule ? On s'occupe l'une de l'autre. Je ramasse des canettes, du carton, du plastique. Je me fais quelques euros par jour quand j'ai de la chance. J'achète du pain, de l'eau. Parfois, il reste un peu pour des médicaments. Quelques euros. » Alexandre dépensait plus que ça pour un simple café au bureau chaque matin. Manon regarda par la fenêtre.
C'est pour ça que je suis entré dans l'entrepôt. Il y avait beaucoup de vieux métal là-dedans. J'ai pensé que je pourrais le revendre. » Alexandre ferma les yeux. Il y a 3 jours. 3 jours plus tôt, Camille était vivante. Blessée, cachée, demandant de l'aide. Et lui était chez lui, dans son bureau vide, tenant son alliance et pleurant un fantôme. L'année écoulée avait été un trou noir. Il se réveillait, se douchait, s'habillait et allait travailler mécaniquement. Il rentrait, se déshabillait, se couchait, répétait, il ne mangeait pas bien, il ne parlait à personne. Les employés marchaient sur la pointe des pieds quand il passait dans les couloirs. Sébastien avait repris une bonne partie des affaires. « Tu as besoin de temps », lui disait-il. Du temps. Comme si le temps résolvait le vide insupportable de se réveiller seul chaque matin. L'accident s'était produit sur une route départementale. Camille revenait de chez sa sœur. La voiture avait quitté la route, percuté un arbre et pris feu. Quand les pompiers étaient arrivés, tout était détruit. Le corps était carbonisé. Méconnaissable, Sébastien fut celui qui s'occupa de tout. L'identification, la paperasse administrative, le test ADN. « Laisse-moi faire », lui avait-il dit. « Tu n'as pas besoin de voir ça. » Alexandre n'avait jamais vu le corps de près, pas avant qu'il ne le prépare pour la mise en bière. Et même là, le visage était couvert. « Il vaut mieux se souvenir d'elle comme elle était », avait dit l'agent funéraire. Il avait accepté. Idiot. « Monsieur ?» Alexandre ouvrit les yeux. Manon le regardait avec inquiétude. « Vous allez bien ?»« Ça va. » Mais ça n'allait pas. La tête lui tournait. Si Camille était vivante, qui était dans le cercueil? Et pourquoi Sébastien avait-il mentionné son nom? Pourquoi s'était-il occupé de tout seul? Pourquoi avait-il tant insisté pour qu'Alexandre ne voie pas le corps? Quand tu l'as vu dans l'entrepôt, a-t-elle dit autre chose? Manon secoua la tête. Elle était très faible. Elle a juste réussi à dire environ 3 phrases avant de s'évanouir à nouveau. Quelle phrase? Elle a demandé quel jour on était. Je lui ai dit. Elle a commencé à pleurer et a dit « Ça fait si longtemps ». Ensuite, elle a dit le nom Sébastien. Et à la fin, avant de fermer les yeux, elle a murmuré « Alexandre ». Sa poitrine se contracta douloureusement. Elle a dit mon nom. Elle l'a dit, tout bas. Mais je l'ai entendu. Alexandre se couvrit le visage des 2 mains. Camille était vivante, blessée, cachée, prononçant son nom, et lui organisait son enterrement. Je suis revenu le lendemain avec ma mère. On a apporté de l'eau, du pain qu'il nous restait. Mais elle n'était plus là, l'endroit était vide. Vous avez cherché? On a fait le tour. Mais ma mère ne tient pas longtemps debout. Alors je me suis dit que peut-être quelqu'un l'avait emmenée à l'hôpital. Mais ce matin, j'ai vu le journal au kiosque. Sa photo était en couverture. Ça disait que c'était l'enterrement. Là, j'ai compris. Tu as compris quoi? Que quelqu'un ne veut pas qu'on sache qu'elle est vivante. Alexandre prit une profonde inspiration. Cet enfant avait 8 ans et elle comprenait la situation mieux que lui. La voiture tourna à gauche. Le quartier changea radicalement. Les immeubles modernes laissèrent place à des entrepôts gris et délabrés. L'asphalte était fissuré, des déchets s'accumulaient sur les trottoirs. C'est là. Manon montra un hangar gris aux vitres brisées. Le chauffeur s'arrêta devant. Alexandre ouvrit la portière avant même que la voiture ne soit complètement immobilisée. Il descendit. L'odeur d'urine et de moisissure le frappa de plein fouet. Manon sortit derrière lui et marcha jusqu'à l'entrée latérale. La porte en fer était entr'ouverte. « C'est par ici que je suis entré. » Alexandre poussa la porte. Les gonds rouillés gémirent. À l'intérieur, il faisait sombre. Il alluma la lampe torche de son téléphone. Manon entra la première, sans peur. C'était là-bas. Elle pointa le coin droit. Alexandre éclaira l'endroit. Il y avait des taches sur le sol en béton, sombres, sèches, du sang. Il s'accroupit, passa le doigt dessus. La tache était froide. Il leva la lampe. Quelque chose brilla près du mur, dans la poussière. Il s'approcha, ramassa l'objet. C'était un mouchoir, blanc, avec une broderie sur les bords. Les initiales CD en fil doré. Camille Dubois. Alexandre serra le mouchoir dans sa main jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal. Elle avait été là, blessée,
seule, et quelqu'un l'avait sortie de là avant qu'on puisse la trouver. « Monsieur !» Manon était accroupie de l'autre côté. Elle tenait quelque chose. Alexandre alla vers elle. C'était une boîte de médicaments vide. Il la prit et lut l'étiquette. Des antidépresseurs puissants. L'ordonnance était au nom de Camille Dubois. Alexandre sentit ses jambes flancher. Il s'adossa au mur rugueux. Manon resta à ses côtés en silence. Camille était vivante, et quelqu'un la cachait. Alexandre sortit de l'entrepôt, tenant le mouchoir et la boîte de médicaments, comme s'il s'agissait de trésors inestimables. La lumière du soleil frappa fort dans ses yeux. Manon attendit patiemment pendant qu'il respirait profondément 3 fois, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Vous me croyez maintenant ?» Il la regarda. La petite avait les bras croisés, le menton levé, attendant son verdict. « Je te crois. » Manon relâcha l'air qu'elle retenait. Alexandre rangea les objets dans la poche intérieure de sa veste et marcha vers le chauffeur. « Ramène-nous à la maison. »« Oui, monsieur. » Manon resta figée, sans bouger. « Ma mère m'attend. Elle doit être inquiète. » Alexandre s'arrêta. « C'est tout. Porte de la Chapelle, sous le pont, à une dizaine de minutes d'ici. » Alexandre fit signe au chauffeur. « Changez la destination. On va porte de la Chapelle. » L'homme fronça les sourcils devant l'ordre, mais ne dit rien. Manon monta dans la voiture. Alexandre entra derrière. Le silence dura 4 longs pâtés de maison. « Pourquoi es-tu venu me raconter ça ?» Manon regarda ses propres mains sales. « Parce que je pensais que vous voudriez savoir. Mais tu ne me connais pas. »« Non, mais si c'était ma mère, je voudrais que quelqu'un me le dise. » Alexandre déglutit. La simplicité de sa logique était tranchante. « Tu n'as pas eu peur ? » ?»« De quoi ? D'entrer à l'enterrement comme ça, de me parler. Quelqu'un aurait pu te sortir de force. » Manon haussa les épaules avec naturel. « On m'a déjà viré de plein d'endroits, mais la dame était blessée, seule. Je ne pouvais pas laisser tomber. » La voiture tourna à droite. Le paysage changea de nouveau. Campement de fortune, tente quechua, enfant courant au milieu de la terre battue. « C'est là. » Manon montra le dessous du viaduc. Sous la structure en béton, une rangée de bâches bleues et de tentes formait un campement précaire. Alexandre demanda au chauffeur de s'arrêter. Manon descendit rapidement et courut jusqu'à l'une des bâches. Elle souleva l'entrée improvisée. « Maman ?» Alexandre descendit doucement. Il s'approcha avec précaution. Manon aidait une femme à s'asseoir sur un matelas fin. Cheveux grisonnants prématurés, visage émacié, jambes enveloppées dans des chiffons sales. « Manon, où étais-tu » Je me suis fait un sang d'encre. La femme s'arrêta net en voyant Alexandre debout à l'entrée. Elle tira Manon en arrière dans un geste instinctif de protection. « C'est qui, lui ?»« C'est le mari de la dame que j'ai vue dans l'entrepôt, » je suis allé lui dire. « Manon, je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. » Mais la dame était vivante, maman. Il devait savoir. La mère de Manon regarda Alexandre. Méfiante, craintive. « Vous êtes qui ?»« Alexandre Dubois. Ma femme a disparu il y a 1 an. Aujourd'hui, c'était son enterrement. Votre fille m'a dit qu'elle l'avait vue vivante il y a 3 jours. » La femme prit une profonde inspiration, baissant un peu la garde. « Je l'ai vue aussi, mais quand on est revenu, elle avait disparu. » Alexandre fit un pas en avant, plein d'espoir. « Pourriez-vous me raconter ce que vous avez vu ?» Elle hésita, regarda Manon. L'enfant hocha vigoureusement la tête. La mère soupira, vaincue par la fatigue. Manon l'a trouvée dans l'entrepôt. Elle est venue m'appeler. J'y suis allé en boitant comme je pouvais. La dame allait mal, très blessée, déshydratée. Je lui ai donné de l'eau. Elle a tout bu désespérément. J'ai essayé de la faire parler, mais elle a juste réussi à dire un nom. Sébastien. Après, elle s'est évanouie à nouveau. Et le lendemain, on est revenu. Mais elle n'était plus là. L'endroit était propre. Quelqu'un l'avait emmenée. Alexandre se passa la main sur le visage. Quelqu'un savait où était Camille. Quelqu'un était allé la chercher pour la déplacer. Avez-vous essayé de prévenir quelqu'un? Essayez comment? Allez voir la police? Ils n'écoutent pas les gens comme nous. Ils auraient dit qu'on inventait, que c'était une arnaque pour avoir de l'argent. Elle avait raison.
Alexandre savait parfaitement comment fonctionnait le système. « Mais moi, je vous crois !» La mère de Manon le regarda avec une surprise sincère. « Pourquoi ?» Alexandre sortit le mouchoir de sa poche et le lui montra. Ceci était dans l'entrepôt. C'est à elle. La femme prit le mouchoir, passa ses doigts rêches sur la broderie fine. Alors c'est vrai, elle était là, et quelqu'un l'a emmenée avant que quelqu'un d'autre ne la trouve. Alexandre rangea le mouchoir. Il regarda autour de lui. Leur foyer était une vieille bâche tendue sur des palettes en bois pourri. 2 matelas moussent à même le sol, un sac à dos déchiré, 3 bouteilles d'eau à moitié vides, un sac plastique avec du pain dur. Vous vivez ici ? Depuis 2 ans. Et votre jambe ? Infection ! Je n'ai pas de quoi payer un médecin. Alexandre resta immobile 5 secondes, assimilant la misère face à lui. Puis, il sortit son portefeuille de sa poche. Il compta une liasse importante de billets et les tendit à la mère de Manon. « Non, s'il vous plaît, acceptez, ce n'est pas la peine. Votre fille m'a apporté le seul espoir que j'ai eu en une année entière. Laissez-moi vous aider. » La femme regarda l'argent. Ses mains tremblèrent. Elle le prit doucement, comme si les billets allaient s'évaporer. « Merci. » Alexandre s'accroupit à la hauteur de Manon. « Tu m'as aidé aujourd'hui. Maintenant, je vais avoir besoin de ton aide à nouveau. Pourquoi faire ? Pour retrouver ma femme. Quelqu'un la cache. Et j'ai besoin de découvrir qui. Tu es d'accord ? » Manon regarda sa mère. La femme hésita un instant, puis hocha légèrement la tête. « Je suis d'accord. Alors venez avec moi. Toutes les 2. » La mère de Manon écarquilla les yeux. « Monsieur, on ne peut pas... Vous pouvez... J'ai une grande maison, des chambres vides. Vous resterez là-bas pendant que j'enquête. C'est plus sûr. Si quelqu'un découvre que vous savez quelque chose, cela peut être dangereux. » Il avait raison. Si Sébastien était impliqué et découvrait qu'il y avait des témoins, il était capable de tout. La mère de Manon regarda autour d'elle. Le matelas sale, la bâche trouée, sa jambe bandée qui la lançait à chaque minute qui passait. « On ne va pas déranger ? » ?»« Non, et demain matin je vous emmène voir un vrai médecin. » La femme se couvrit le visage de ses mains, submergée. Ses épaules tremblèrent sous les pleurs retenus. Manon l'enlaça par derrière. « Tout va bien, maman. On va être bien. » Alexandre attendit dans un silence respectueux. Il leur laissa du temps. La femme essuya ses larmes et hocha la tête. « D'accord, on vient. » Manon aida sa mère à se lever. Elles rassemblèrent le peu d'affaires qu'elles possédaient. Un change de vêtements, 2 couvertures mitées, le sac à dos. Tout tenait dans un seul sac en plastique. Alexandre prit le sac. Il aida la mère de Manon à marcher jusqu'à la voiture. Le chauffeur ouvrit la portière sans dire un mot, bien que son expression fût stupéfaite. Les 2 entrèrent. Alexandre s'assit sur le siège passager avant cette fois. À la maison, la voiture démarra en douceur. Alexandre regarda dans le rétroviseur. Manon était collée à la vitre, regardant Paris défiler comme un film. Sa mère lui serrait la main fort, sans la lâcher. Il se tourna vers l'avant. Pour la première fois en 1 an, il ressentait quelque chose d'autre que le vide absolu. Un but. Camille était vivante. Et il allait la retrouver, même s'il devait retourner la ville entière. La voiture entra dans la résidence privée de Neuilly 40 minutes plus tard. Portail automatique, gardien, jardins immenses. La mère de Manon regardait par la fenêtre les yeux écarquillés. Manon était silencieuse, impressionnée. Ils s'arrêtèrent devant l'hôtel particulier. Alexandre descendit et leur ouvrit la portière. La mère de Manon sortit en boitant, appuyée sur sa fille. Elle regarda la bâtisse de 2 étages, l'architecture haussmannienne, les arbres dans le jardin. « Monsieur, on ne devrait pas... Vous devez être ici. Venez. » Il ouvrit la porte principale. Entra. Elles le suivirent doucement, marchant sur le marbre avec crainte, comme s'il allait se briser sous leurs pieds sales. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Au 1er étage, il y a une salle de bain privée, un lit, des vêtements propres dans l'armoire. Vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin. » La mère de Manon avait de nouveau les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez déjà remercié. Vous avez élevé une fille très courageuse. » Manon sourit pour la première fois.
Un petit sourire timide, Alexandre leur montra le chemin. Il monta les escaliers doucement avec elle, ouvrit la porte de la chambre, lit king size, grande fenêtre avec vue sur le jardin arrière, salle de bain avec baignoire. Reposez-vous, on discutera demain. Il ferma la porte, descendit les escaliers, alla directement à son bureau. Il prit le téléphone fixe, composa un numéro de mémoire. Allô? Jonas, j'ai besoin d'un détective privé. Le meilleur que tu connaisses. Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Tu as disparu de l'enterrement sans rien dire. Camille est vivante. Silence sépulcral à l'autre bout de la ligne. Alexandre, tu vas bien? Tu veux que je vienne? Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Trouve-moi ce détective, c'est urgent. D'accord, je t'appelle dans 1 heure. Alexandre raccrocha. Il s'assit dans son fauteuil en cuir. Regarda la photo de Camille encadrée sur le bureau. Elle souriait. Cheveux lâchés, yeux brillants pleins de vie. Je vais te retrouver. La sonnette retentit à 7 heures du matin pile. Alexandre ouvrit la porte. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris impeccable, mallette en cuir à la main, cheveux poivre et sel peignés en arrière. Monsieur Dubois, je suis Jérôme Leroux, détective privé. Ils se serrèrent la main fermement. Alexandre le mena au bureau, ferma la porte à clé. Il posa le mouchoir et la boîte de médicaments sur la table en acajou. Ma femme a été déclarée morte il y a 1 an. L'enterrement était hier, mais elle était vivante il y a 3 jours, cachée dans un entrepôt abandonné à Aubervilliers. Quelqu'un l'a sortie de là avant que d'autres personnes ne la trouvent. Jérôme prit le mouchoir, l'examina avec une attention professionnelle. Vous avez des suspects? Mon frère, Sébastien Dubois. Il s'est occupé de toute l'identification du corps. Il a insisté pour que je ne le voie pas. Il avait accès à tout. Mobile? L'héritage, l'entreprise. Si j'étais suffisamment détruit, il prendrait le contrôle total. Jérôme nota quelque chose dans son carnet. Je vais avoir besoin d'accéder aux documents. Rapport d'autopsie, dossiers hospitaliers. Tout ce qui concerne l'accident et l'identification. Vous avez accès à tout. Et je vais devoir enquêter sur votre frère à son insu. Faites le nécessaire. Jérôme rangea son carnet. Cela va prendre quelques jours, peut-être 1 semaine. Votre frère est malin? Très. Alors il a bien couvert ses traces. Mais tout le monde commet des erreurs. Je les trouverai. Alexandre hocha la tête. Jérôme quitta la maison. Il resta seul dans le bureau pendant 10 minutes, organisant ses pensées. Puis il monta au 1er étage. Il s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Il entendit des voix douces à l'intérieur, frappa légèrement. Entrez. Manon était assise sur le lit. Cheveux mouillés, fraîchement lavés. Elle portait des vêtements propres trouvés dans l'armoire, un t-shirt blanc bien trop grand pour elle et un pantalon de jogging. Sa mère, Sandrine, était allongée, la jambe surélevée sur plusieurs oreillers. « Bonjour. »« Bonjour, monsieur. » Alexandre regarda Sandrine. « Comment va la jambe ?»« Mieux, les oreillers aident de beaucoup. J'ai pris rendez-vous avec le médecin dans 2 heures. Je vais vous y emmener. » Elle ouvrit la bouche pour protester contre la dépense. Alexandre leva la main pour l'arrêter. « Ne discutez pas. Vous devez soigner ça correctement. » Elle referma la bouche, hocha la tête avec gratitude. « Vous avez déjà pris le petit déjeuner? »« Pas encore. »« Alors, descendez. La cuisinière va préparer le petit déjeuner. » Manon descendit l'escalier presque en courant, pleine d'énergie. Sandrine y alla plus doucement, s'accrochant à la rampe. Alexandre la suivit de près par sécurité. La cuisinière préparait des œufs dans la vaste cuisine. Odeur de café frais dans l'air. Manon s'arrêta sur le seuil de la cuisine, les yeux fixés sur la table dressée. Croissants, pain au chocolat, fruits, fromage, jambon, jus d'orange, lait. Vous pouvez vous asseoir. Manon tira la chaise doucement, s'assit, resta à regarder la nourriture sans rien toucher. Allez-y, mangez. Elle prit un croissant, croqua dedans, mastiqua lentement, savourant, ferma les yeux de plaisir. Sandrine s'assit à côté de sa fille. Elle prit une tasse de café, but à petites gorgées. Quand elle reposa la tasse dans la soucoupe, sa main trembla. Alexandre s'assit à l'autre bout, prit son café noir, resta à observer les deux en silence.
Manon mangea 3 viennoiseries, 2 bananes, un verre entier de jus. Sandrine mangea plus lentement, mais elle mangea. Quand elles eurent fini, Manon s'essuya la bouche avec la serviette en tissu. « Merci, pas la peine de remercier à chaque instant. C'est qu'on n'a jamais mangé autant. » Alexandre sentit cette pression dans sa poitrine à nouveau. Il avala son café qui était déjà froid d'un trait. 2 heures plus tard, il emmena Sandrine à la clinique privée. Cabinet au 10e étage. Docteur Martin, orthopédiste renommé. Le médecin examina la jambe avec un visage grave, demanda des radios urgentes, revint avec les images 20 minutes plus tard. Infection osseuse sévère. C'est un stade avancé. Combien de temps avez-vous laissé traîner ça, madame? Environ 3 mois. Le médecin secoua la tête, inquiet. Je vais devoir vous hospitaliser. Antibiotiques intraveineux puissants, drainage chirurgical. Au moins 5 jours. Sandrine regarda Alexandre avec panique. « Je ne peux pas laisser ma fille seule. Elle ne restera pas seule. Elle reste avec moi. Monsieur, vous devez soigner ça. Si vous ne le traitez pas maintenant, vous pourriez perdre votre jambe. Manon ira bien. Je vous le promets. » Sandrine prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Elle acquiesça. Ils l'hospitalisèrent le jour même, chambre particulière. Lit propre. Infirmière de garde 24h/24. Alexandre attendit qu'elle soit stabilisée et perfusée. Puis il rentra à la maison. Manon était dans le salon, assise sur l'immense canapé en cuir, jambes repliées, regardant la télévision éteinte. « Ta maman va rester à l'hôpital quelques jours, mais elle va guérir. » « Elle va vraiment guérir? » « Oui. » Manon relâcha son souffle, soulagé. Alexandre s'assit sur le canapé. Resta silencieux. Il ne savait pas trop quoi dire. Cela faisait 1 an qu'il n'avait pas eu de vraie conversation avec qui que ce soit, encore moins avec une enfant. « Monsieur? Oui? Vous allez vraiment retrouver votre femme? Oui? Et si elle ne veut pas revenir? » Alexandre la regarda surpris. « Pourquoi ne voudrait-elle pas revenir ?» Manon haussa les épaules. « Je ne sais pas. Parfois les gens partent parce qu'ils le veulent. Ta mère n'est pas partie. C'est ton père qui est parti. Oui, mais parfois je pense que c'était parce que je n'étais pas assez bien. » Alexandre tourna tout son corps vers elle. « Écoute-moi bien. Quand un adulte part, ce n'est pas la faute de l'enfant. Ce n'est jamais la faute de l'enfant. Tu as compris ?» Manon se mordit la lèvre. « J'ai compris. Ton père est parti parce qu'il n'a pas su être père. Pas parce que tu n'étais pas bien. Tu es très courageuse. Tu as pris soin de ta mère toute seule. Tu es venue me parler de ma femme alors que tu ne me connaissais pas. Tu es plus forte que la plupart des adultes que je connais. » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Elle les essuya vite avec sa manche. « Merci. » Alexandre hocha la tête. Ils restèrent de nouveau silencieux. Mais c'était un silence différent, plus léger. « Tu veux regarder un film ?» Manon regarda la télé. « On peut ? On peut. » Il alluma la télévision. Zappa jusqu'à trouver des dessins animés. Manon s'installa mieux dans le canapé, commença à regarder. Alexandre resta là, moitié attentif, moitié pensant à Camille. Où était-elle maintenant? Encore blessée? Avait-elle peur? Savait-elle qu'il la cherchait? Le portable vibra dans sa poche. Message de Sébastien. « Alexandre? T'es où? Faut qu'on parle? Urgent !» Il verrouilla l'écran sans répondre. Les jours suivants devinrent une routine. Alexandre se réveillait tôt, appelait le détective Jérôme, recevait des mises à jour. Jérôme enquêtait sur les registres de l'hôpital, les rapports du légiste, les comptes bancaires de Sébastien dans les paradis fiscaux, tout dans le plus grand secret. Pendant la journée, Alexandre allait à la clinique voir Sandrine. Sa jambe s'améliorait visiblement, l'enflure diminuait, elle pouvait déjà bouger les orteils sans hurler de douleur. Le soir, il rentrait à la maison. Manon l'attendait toujours, parfois en dessinant sur la table basse, parfois devant la télé, parfois juste assise à attendre. Le 3e jour, Alexandre prépara le dîner lui-même, des pâtes, sauce tomate, rien de sophistiqué. Il posa le plat sur la table, appela Manon. « Viens manger. » Elle s'assit, regarda la fourchette, le couteau.
saisit les deux à pleine main de façon incorrecte. « Attends !» Alexandre s'approcha, lui montra comment les tenir correctement. Fourchette dans la main gauche, couteau dans la droite, coupez doucement. Comme ça. Regarde. Manon essaya, se trompa. Essaya de nouveau, réussit. Le regarda avec un grand sourire. « J'ai réussi. Tu as réussi. » Ils mangèrent dans un silence confortable. Quand ils eurent fini, Manon aida à faire la vaisselle. Alexandre lavait. Elle essuyait avec un torchon. « Monsieur, dis-moi, pourquoi vous nous aidez ?» Alexandre ferma le robinet, s'essuya les mains. « Parce que vous m'avez aidé les premières. Mais on n'a presque rien fait. Vous avez fait beaucoup. Tu m'as donné de l'espoir. Ça faisait 1 an que je n'en avais plus. » Manon resta silencieuse, puis elle posa sa petite main sur la grande main d'Alexandre. Elle était chaude. « Je crois qu'on va la retrouver. » Alexandre serra légèrement sa main. « Moi aussi. » Le 5e jour, Sandrine sortit de l'hôpital. Alexandre alla la chercher. La jambe était encore bandée, mais elle pouvait marcher avec des béquilles. Il la ramena au manoir. Manon courut embrasser sa mère dès qu'elles entrèrent. « Maman, ma chérie. » Elles restèrent enlacées ainsi pendant 1 minute entière. Alexandre resta sur le pas de la porte, observant. Pour la première fois en 1 an, la maison ne ressemblait pas à un mausolée vide. Ce soir-là, tous les 3 dînèrent ensemble. Sandrine insista pour aider en cuisine, même en boitant. Riz, haricots verts, poulet rôti. Rien d'extravagant. Mais cela avait le goût d'un repas de famille, de la vraie nourriture. Ils s'assirent à table, mangèrent, discutèrent. Manon raconta les dessins qu'elle avait faits ces jours-là. Sandrine parla des infirmières de l'hôpital. Alexandre ne fit qu'écouter, appréciant le son des voix dans sa maison. Quand ils eurent fini, Manon bâilla largement. « Je crois que j'ai sommeil. Va dormir alors. » Elle se leva, souhaita bonne nuit, monta les escaliers. Sandrine resta un moment de plus. « Monsieur Dubois, appelez-moi juste Alexandre. » Elle acquiesça. « Nous n'avons pas de quoi vous rembourser tout ce que vous faites. Vous n'avez rien à me rembourser, mais je voudrais faire quelque chose. » Alexandre la regarda dans les yeux. « Vous m'avez déjà remboursé. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. » Sandrine s'essuya les yeux humides. « Manon vous aime déjà beaucoup. Elle n'arrête pas de parler de vous. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. « C'est une enfant très spéciale. » « Oui, elle l'a toujours été. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Sandrine se leva avec précaution, s'appuyant sur la béquille. « Bonne nuit, Alexandre. Bonne nuit. » Elle monta. Alexandre resta seul à table, regarda autour de lui. La maison qui avait été un tombeau pendant 1 an résonnait maintenant d'échos de voix, de rires, de vie. Son portable sonna. Numéro inconnu. Il décrocha immédiatement. « Alexandre Dubois, c'est moi. C'est Jérôme. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. Il faut qu'on se voie. Demain, 7 heures du matin, à mon cabinet. J'y serai. » Jérôme raccrocha. Alexandre posa le téléphone sur la table, respira profondément. Il était près du but. Il le sentait dans ses os. Camille était quelque part, et il allait découvrir où. Le cabinet de Jérôme se trouvait dans un vieil immeuble commercial du centre, 3e étage, petit bureau enfumé, bureau couvert de papier, tableau blanc au mur avec des photos, des lignes rouges reliant des noms. Alexandre entra à 7 heures pile. Jérôme était debout, café en main, fixant le tableau. « Assieds-toi. » Alexandre s'assit. Jérôme se retourna. « Ton frère est plus malin que je ne le pensais. Mais l'arrogance lui a fait commettre des erreurs. » Il prit un dossier épais, le posa sur la table, l'ouvrit. Documents officiels, photos granuleuses, relevés bancaires. Le corps que tu as enterré n'était pas celui de ta femme. Alexandre sentit l'air lui manquer brutalement. « Comment le sais-tu ? J'ai eu accès aux archives internes de l'IML. Le test ADN qui a confirmé l'identité a été falsifié. L'échantillon de référence a été échangé intentionnellement. Par qui ? Ton frère avait un contact au sein du laboratoire. Il a viré 50 000 € sur son compte personnel 3 jours après l'accident. » Jérôme posa le relevé bancaire sur la table. Le virement surligné, date, montant, nom du bénéficiaire, Dr Paul Costa, technicien légiste.
Alexandre serra les bords de la table des deux mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Et le corps, une femme non identifiée. Même âge approximatif, même structure osseuse, morte dans un accident réel 2 semaines plus tôt. Sans famille. Personne ne l'a réclamé. Sébastien a pris son corps et l'a mis à la place de celui de ta femme. Pourquoi? Jérôme tourna une autre page du dossier. L'héritage. Le contrôle total de l'entreprise. Si tu croyais qu'elle était morte, tu allais t'effondrer, et c'est ce que tu as fait. Ton frère a repris 70% des opérations l'année dernière. Il a détourné 4 millions via des contrats fantômes. Tout est documenté ici. Alexandre regarda les chiffres. Contrats avec des sociétés inexistantes, virements suspects, signatures falsifiées. Il a planifié tout ça? Depuis au moins 2 ans, j'ai trouvé des emails effacés sur le serveur de l'entreprise. Conversation avec le technicien légiste, avec un avocat spécialisé dans les fraudes à l'héritage, tout froidement calculé. Et Camille, Jérôme prit une profonde inspiration. Elle est vivante, confirmée. Alexandre se leva d'un bond. Où? Je ne sais pas encore avec exactitude, mais je sais qu'ils la détiennent dans un lieu contrôlé. J'ai trouvé des achats récents de médicaments sous ordonnance, nourriture, vêtements féminins, tout payé en liquide par un tiers. J'ai tracé l'acheteur jusqu'à un entrepôt en banlieue. Il posa une photo satellite sur la table, un hangar en tôle rouillée, portail fermé par des chaînes, caméra de sécurité au coin. C'est ici? Probablement, mais on ne peut pas entrer sans preuve concrète. Et on ne peut pas impliquer la police tout de suite. S'il sait qu'on a découvert quelque chose, il pourrait... Le portable d'Alexandre sonna, le nom de Sébastien sur l'écran. Alexandre et Jérôme échangèrent des regards. Alexandre décrocha, mit le haut-parleur. « Allô, Alexandre ?» La voix de Sébastien semblait calme, trop contrôlée. « Il faut qu'on parle, en personne. » De quoi? Du fait que tu as engagé un détective privé pour fouiller dans ma vie. Alexandre se figea. Jérôme écarquilla les yeux de surprise. Tu croyais que je n'allais pas l'apprendre. J'ai des yeux partout, petit frère. Tu touches à des choses que tu ne devrais pas. Camille est vivante. Silence, à l'autre bout. 3 secondes qui parurent des heures. 4. Oui, elle l'est. Alexandre sentit son sang bouillir dans ses veines. Où est-ce que tu la tiens? Dans un endroit sûr, loin de toi. Pourquoi as-tu fait ça? Sébastien laissa échapper un rire sec, sans humour. Parce que tu as toujours tout eu. L'entreprise, l'argent, elle. Et moi, j'ai toujours été le frère cadet. J'ai toujours été l'ombre. Alors, j'ai décidé de changer les rôles. Tu as feint sa mort. J'ai fait mieux que ça. Je vous ai donné un accident réel. Un vrai corps, un ADN falsifié, un enterrement parfait. Tu as tout gobé, tout le monde a gobé. Alexandre respirait difficilement au bord de la fureur. Qu'est-ce que tu veux? Le transfert du contrôle total de l'entreprise à mon nom. Tu signes les papiers de cession, tu sors du jeu, tu fais tout ça sans impliquer la police, sans faire de scandale. Et si je ne le fais pas, Camille meurt, pour de vrai cette fois. Alexandre serra le poing si fort qu'il s'enfonça les ongles dans la paume de la main. Tu n'oserais pas. Non? J'ai déjà feint sa mort une fois. Ce ne sera pas difficile de recommencer. Sauf que maintenant, je n'ai pas besoin de corps de substitution. J'utilise le sien. Jérôme fit signe à Alexandre de garder son calme. Il continuait d'enregistrer l'appel. Je veux la voir. Non. Alors je ne transfère rien. Sébastien resta silencieux. Alexandre pouvait entendre sa respiration à l'autre bout de la ligne. « D'accord, tu peux la voir. Une fois. Ce soir. À 20h. Viens seul. Si je vois des flics, des détectives ou qui que ce soit d'autre que toi, elle meurt à l'instant même. Compris? Compris. Et Alexandre? Quoi? Oublie cette gamine crasseuse que tu caches chez toi. Si elle ouvre la bouche à quelqu'un, elle et sa mère disparaissent aussi. L'appel coupa. Alexandre lâcha le portable sur la table comme s'il était brûlant. Ses mains tremblaient. Jérôme arrêta l'enregistrement. Il est au courant pour Manon. Il sait tout. Alexandre se passa la main sur le visage en sueur. Il était sérieux.
Il va la tuer. Il le fera, si tu ne fais pas ce qu'il veut. Alors je le fais. Non, tu vas là-bas ce soir, tu vois Camille, tu gagnes du temps. Pendant ce temps, je mobilise la police de confiance. Avec cet enregistrement, on a la preuve de l'extorsion, de l'enlèvement, de la falsification, suffisant pour le jeter en prison. Et si ça tourne mal, s'il s'en rend compte? Jérôme le regarda droit dans les yeux avec assurance. « Tu me fais confiance ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « J'ai confiance. Alors laisse-moi gérer la tactique. Toi, vas-y, voilà, fais-lui croire que tu as abandonné. Je serai là avec une équipe d'intervention prête. Quand il baissera sa garde, on entre. » Alexandre hocha la tête, se leva, rangea son portable. « C'est où le rendez-vous? Il ne te l'a pas dit? » « Non. » Le portable vibra de nouveau. Message de Sébastien avec une localisation. Adresse. Un entrepôt en banlieue. Le même que sur la photo satellite. Alexandre la montra à Jérôme. « C'est là. Alors c'est réglé. Tu arrives à 20h. Je serai positionné avec la police à 20h30. Une demi-heure. Tu tiendras? Je tiendrai. » Jérôme lui mit la main sur l'épaule. « Ta femme sortira vivante de ça, je te le promets. » Alexandre quitta le cabinet. Il monta dans sa voiture, conduisit vers la maison mécaniquement. La tête lui tournait. Sébastien, Camille vivante, chantage, menace de mort, Manon en danger. Quand il arriva, Manon était dans le salon avec Sandrine. Les deux regardèrent la télévision tranquillement. Il s'arrêta sur le seuil. Manon le regarda et sourit. « Bonjour, monsieur. » Alexandre força un sourire en retour, bien que son visage lui fît mal. Bonjour. » Sandrine remarqua quelque chose d'étrange dans son attitude. « Tout va bien? »« Oui, juste fatigué. » Il monta directement dans sa chambre, ferma la porte, s'assit sur le bord du lit, regarda l'heure. 14h. Il restait 6 heures avant la rencontre. 6 heures pour revoir Camille. 6 heures pour planifier comment la sortir des griffes de son propre frère. Il s'allongea, ferma les yeux, mais ne dormit pas une seule seconde. À 19h30, Alexandre descendit. Manon et Sandrine avaient déjà dîné. Il n'avala rien. Il prit les clés de la voiture. « Je sors. Je reviens plus tard. » Sandrine fronça les sourcils, inquiète. « Alexandre. »« Tout va bien, je reviens. » Il sortit avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Monta dans la voiture, alluma le moteur, conduisit vers l'obscurité. L'entrepôt était à 40 minutes de route. Chemin de terre, pas d'éclairage public. Il se gara devant le portail à 20h pile. Portail fermé par un cadenas. Lumières éteintes. Silence total. Alexandre descendit de la voiture, marcha jusqu'au portail métallique, frappa 3 fois avec force. Le portail s'ouvrit lentement dans un grincement métallique. Sébastien était de l'autre côté, seul, main dans les poches, sourire moqueur sur le visage. « Bienvenue, petit frère. » Alexandre entra dans l'entrepôt. L'odeur d'humidité et de renfermé était intense. Lumière faible provenant d'une ampoule solitaire pendue au haut plafond. Ombre longue sur les murs. Sébastien referma le portail derrière eux. Mit le cadenas. Où est-elle? Sébastien montra le fond du hangar industriel. Alexandre marcha vite, presque en courant. Passa près de vieilles caisses. Des outils rouillés. Une bâche sale au sol. Alors il la vit. Camille était assise sur une chaise en bois, mains attachées dans le dos. Pieds liés au pied de la chaise. Vêtements sales et déchirés. Cheveux emmêlés. Visage extrêmement maigre, cernes profonds et sombres. La coupure sur le front semblait encore violacée. Elle leva la tête doucement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Alexandre. Sa voix était rauque, faible comme un murmure. Mais c'était elle. Alexandre fit 3 pas en avant instinctivement. Sébastien lui saisit le bras avec force. Du calme, pas si près. Alexandre se dégagea d'un coup violent. « Enlève tes mains de là. Tu l'as vu. Maintenant, parlons affaires. » Alexandre ne quitta pas Camille des yeux. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant doucement sur son visage sale. « Alexandre, ferme-la !» Sébastien fit un pas menaçant vers elle. Camille se recroquevilla de peur. Alexandre sentit une rage aveugle s'emparer de lui. « Ne lui parle pas comme ça. »
Je lui parle comme je veux. C'est ma prisonnière depuis 1 an. Tu crois que je vais avoir des manières maintenant? Pourquoi as-tu fait ça? Sébastien croisa les bras, défiant. Je te l'ai déjà expliqué. Tu as toujours tout eu. Papa t'a toujours tout donné. L'entreprise, le contrôle, le respect. Et moi, j'étais juste le frère cadet qui aidait, celui qui signait les papiers sans lire, celui qui faisait le sale boulot. Tu recevais ta part des bénéfices, des miettes, 30%, 30, alors que toi tu gardais 70, alors que je travaillais le double de toi, parce que tu n'avais pas la capacité de diriger. Sébastien lâcha un rire amer qui résonna dans le hangar vide. Je n'avais pas? Regarde ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai assumé des opérations entières tout seul. J'ai clos des contrats millionnaires. J'ai facturé des millions. Tout pendant que tu étais chez toi à pleurer comme un gosse pour ta femme morte. Alexandre fit un pas en avant. Sébastien ne recula pas d'1 millimètre. Tu l'as enlevé. Tu as feint sa mort. Tu as détruit ma vie. Je n'ai pas détruit. J'ai juste enlevé du chemin celle qui te rendait fort. Sans elle, tu n'étais rien. Un homme vide, pathétique, parfait pour que je prenne le contrôle. Camille sanglota audiblement. Sébastien, s'il te plaît, détache-moi. Je ne dirai rien à personne, je le jure. Bien sûr que tu ne diras rien, parce que tu ne sortiras pas d'ici. Alexandre serra les poings jusqu'à en avoir mal. Tu as dit que tu me laisserais la voir, qu'on allait négocier. Et je négocie. Tu transfères l'entreprise complète à mon nom. Tu signes les papiers demain chez le notaire. Tu disparais de la ville pour toujours. Et je la laisse vivre. Comment je sais que tu tiendras parole? Sébastien haussa les épaules avec indifférence. Tu ne sais pas, mais c'est la seule chance que tu as. Alexandre regarda Camille de nouveau. Elle tremblait de froid et de peur. Les liens étaient si serrés que ses doigts semblaient violets par manque de circulation. Je ferai ce que tu veux, mais laisse-moi lui parler. Seul, 5 minutes. Sébastien réfléchit un instant, regarda sa montre. 3 minutes. Je reste juste à côté. Le moindre mouvement bizarre, et je finis tout ça ici même. Il fit 3 pas en arrière, s'adossa à un pilier en béton, les bras croisés, surveillant. Alexandre s'approcha de Camille rapidement. Il s'agenouilla devant elle, lui prit le visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Camille, je pensais que tu ne me trouverais jamais. Je t'ai trouvé. Ça fait si longtemps. J'ai essayé de m'enfuir, 3 fois, mais il me rattrapait toujours. Je sais, mon amour. » Elle posa son front contre le sien. « Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû voir qu'il préparait quelque chose. Personne ne s'en est rendu compte. » Camille ferma les yeux, épuisée, respira profondément, essayant de se calmer. « Tu vas me sortir d'ici? » ?»« Oui. Comment ?» Alexandre regarda Sébastien du coin de l'œil. Il vérifiait des messages sur son portable. Distrait une seconde. « Fais-moi confiance. » « Je t'ai toujours fait confiance. » Alexandre embrassa son front en sueur, se leva doucement, se tourna vers Sébastien. « D'accord, je signe les papiers demain à la première heure, mais tu la détaches maintenant. » Sébastien rit, incrédule. « Tu me prends pour un idiot, elle reste ici jusqu'à ce que tu signes. Après je la libère. Et si tu ne la libères pas? Alors c'est ton problème. » Alexandre fit 2 pas en avant, réduisant la distance. « Ça ne marchera pas comme ça. » « Si, ça marchera. Parce que tu n'as pas d'autre choix. »« J'en ai un. » Sébastien fronça les sourcils, confus. « Quel choix ?» De dehors, on entendit le crissement aigu de pneus qui freinent. Claquement de portière. Voix autoritaire. Sébastien courut vers la fenêtre sale, regarda dehors. 3 voitures de police, des agents tactiques descendant avec des boucliers. Jérôme était devant, pointant l'entrée. « Tu m'as vendu ? J'ai enregistré l'appel. J'ai tes aveux d'extorsion, enlèvement, falsification. Tout est entre les mains de la police maintenant. » Sébastien se retourna avec une expression sauvage. Il sortit un couteau à cran d'arrêt de sa poche arrière, se jeta vers Camille. Alexandre courut, plaqua Sébastien avant qu'il ne puisse l'atteindre. Les 2 tombèrent sur le sol en béton avec un bruit sourd. Le couteau vola au loin. Sébastien lança un coup de poing.
Alexandre l'esquiva de justesse, lui rendit le coup en plein visage. Le nez de Sébastien craqua en se brisant. Le sang jaillit. « Enfoiré !» Alexandre le frappa de nouveau avec toute sa rage accumulée. Sébastien hurla, essaya de se défendre en donnant des coups de pied. Alexandre lui bloqua les deux bras contre le sol, l'immobilisa de tout son poids. Le portail principal explosa vers l'intérieur. Les policiers entrèrent en formation, armes braquées. « Police ! Personne ne bouge !» 2 officiers tirèrent Alexandre en arrière pour le séparer. 2 autres agrippèrent Sébastien, le menottèrent les mains dans le dos. Le relevèrent avec brutalité. « Sébastien Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion, faux témoignage et tentative d'homicide. » Sébastien cracha du sang par terre. « Tu vas le regretter, Alexandre. Tu vas le regretter. » Les policiers le traînèrent vers la sortie. Il criait des menaces, insultait tout le monde. Sa voix s'évanouit à mesure qu'il l'emmenait vers le fourgon. Alexandre courut vers Camille, ramassa le couteau au sol, coupa les cordes de ses mains, de ses pieds. Elle tomba en avant par faiblesse. Il la soutint dans les airs. « Je suis là, ma vie !» Camille s'accrocha à sa chemise avec désespoir, enfouit son visage dans son torse, pleura, fort, de façon déchirante, sans pouvoir s'arrêter. Alexandre l'étreignit de toutes ses forces, comme s'il voulait la fondre en lui. Appuya son menton sur sa tête sale, ferma les yeux. Un an entier à vivre en enfer. Et elle était là, dans ses bras, vivante. Jérôme s'approcha avec précaution. L'ambulance arrive. Elle doit être examinée par des médecins. Alexandre hocha la tête, mais ne la lâcha pas. « Merci, Jérôme. Tu as fait le plus dur. Tu as tenu bon. » L'ambulance arriva 10 minutes plus tard, sirène éteinte. Les ambulanciers entrèrent, évaluèrent Camille rapidement. Déshydratation sévère, malnutrition, blessures superficielles et contusion. Rien qui ne mette sa vie en danger immédiat. Ils la montèrent sur un brancard avec soin. Alexandre monta avec elle, lui tint la main tout le trajet. À l'hôpital, le médecin l'examina à fond, ordonna des analyses de sang complètes. On lui mit une perfusion et des antibiotiques. Observation stricte pendant 24 heures. Elle va s'en sortir. Elle a juste besoin de repos absolu et d'une alimentation adéquate. Alexandre s'assit sur la chaise inconfortable à côté du lit. Camille était allongée, le regardant avec des yeux fatigués, mais pleins d'amour. « Tu ne sors pas ?»« Non. »« Même pas pour dormir ?»« Non. » Elle sourit, un geste faible, mais c'était un vrai sourire. « Je t'aime. » Alexandre embrassa sa main pleine de cathéter. « Je t'aime aussi. » Elle ferma les yeux, se sentant en sécurité pour la première fois depuis des mois. Sa respiration devint régulière et profonde. Elle s'endormit. Alexandre resta là, assis, tenant sa main, la regardant dormir, vivante, enfin vivante. Camille reçut son autorisation de sortie 3 jours plus tard. Alexandre la ramena à la maison tôt le matin. Elle descendit de la voiture doucement, agrippée à son bras comme s'il était sa seule ancre. Elle s'arrêta devant l'entrée principale, regarda l'immense porte. « Ça fait tellement longtemps. »« Je sais. » Il ouvrit la porte. Elle entra, resta figée dans le hall en marbre, regardant autour d'elle, l'escalier courbé, le salon, les photos de famille au mur. Tout était pareil, mais cela semblait différent aussi. « Il y a des gens qui vivent ici ?»« Oui, 2 personnes, la petite fille qui t'a trouvé dans l'entrepôt et sa mère. » Camille se tourna vers lui, surprise. « La petite ?»« Oui, Manon. Elle a 8 ans. C'est elle qui t'a vu, qui a eu le courage de venir me le dire. Elle est ici maintenant ? Oui, tu veux la rencontrer ?» Camille hocha la tête avec émotion. Alexandre monta les escaliers, frappa à la porte de la chambre d'amis. Manon ouvrit. Elle était encore en pyjama, cheveux ébouriffés. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Manon. Viens avec moi. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Manon descendit derrière lui, curieuse. Sandrine vint aussi, boitant avec sa béquille, mais beaucoup plus agile. Elles arrivèrent au salon. Camille était assise sur le canapé. Elle se tourna quand elle les entendit entrer. Manon s'arrêta net, regarda Camille fixement.
Puis Alexandre. « C'est elle? C'est elle. » Manon fit 3 pas lents, prudents. Elle s'arrêta devant Camille. Les deux se regardèrent en silence un instant qui parut éternel. Camille tendit une main tremblante. Manon la prit avec délicatesse. « Tu m'as sauvé. » Manon haussa les épaules, humble. « J'ai juste dit à votre mari. Tu as fait bien plus que ça. Tu m'as donné une seconde chance. » Camille attira Manon dans une étreinte chaleureuse. L'enfant se raidit une seconde, surprise, puis se détendit et l'étreignit en retour avec force. Quand elles se séparèrent, les yeux des deux étaient pleins de larmes. Sandrine s'approcha timidement, tendit la main. « Je m'appelle Sandrine. Je suis la mère de Manon. » Camille lui serra la main avec gratitude. « Merci. Pour tout. Vraiment. On a juste fait ce qu'il fallait, madame. » Camille regarda Alexandre. Il était appuyé contre le mur, souriant, observant la scène. « Elles vont rester ici? »« Oui, aussi longtemps qu'elles le voudront. » Sandrine secoua la tête rapidement. « On ne veut pas abuser. Dès que ma jambe ira mieux, on va... Vous n'allez nulle part. » La voix de Camille résonna ferme, sans l'ombre d'un doute. « Vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mon mariage, ma vie entière. Cette maison est trop grande pour 2 personnes. Vous restez. » Sandrine se couvrit la bouche, émue. Manon regarda sa mère, incrédule. Les deux pleurèrent de soulagement. Les jours suivants, la routine de la maison s'ajusta. Camille se réveillait tard. Elle était encore faible. Alexandre lui apportait le petit déjeuner au lit. Ils discutaient pendant des heures. De l'année perdue, de ce que Sébastien avait fait et pourquoi, de comment recommencer à zéro. L'après-midi, Camille descendait, s'asseyait sur la terrasse face au jardin. Manon restait avec elle. Elle dessinait dans son cahier, lui montrait ses dessins avec fierté. Camille la complimentait sincèrement, demandait à Manon de lui apprendre à dessiner aussi. Les deux passèrent un après-midi entier à dessiner au soleil. Camille dessina un arbre feuillu. Manon dessina une grande maison, avec 4 personnes devant, 2 adultes, une enfant, un homme. « C'est nous !» Camille regarda le dessin avec tendresse, sourit. Ce fut la première fois qu'elle souriait vraiment, avec les yeux, depuis son retour de l'enfer. Sandrine récupérait rapidement grâce aux médicaments et à la bonne nourriture. La jambe était désenflée, la douleur avait disparu. Elle commença à aider en cuisine de sa propre initiative. La cuisinière protesta au début pour son territoire, mais ensuite accepta l'aide avec plaisir. Les deux cuisinaient ensemble entre rires et discussions. La maison avait de nouveau des bruits de vie. Une semaine plus tard, Camille demanda à préparer le dîner elle-même. Alexandre hésita. « Tu récupères encore, mon amour. Je sais, mais je veux le faire. J'ai besoin de me sentir utile. Laisse-moi faire ça. » Il accepta. Camille prépara des lasagnes, la recette spéciale qu'elle avait l'habitude de faire avant l'accident. Alexandre resta à ses côtés tout le temps, coupant les tomates, râpant le fromage. Manon mettait la table avec soin. Sandrine organisait les verres et couverts. Quand ce fut prêt, les 4 s'assirent ensemble à la table de la salle à manger. Camille servit les parts. Tous mangèrent en silence au début, appréciant. Puis Manon rompit le silence. « C'est trop bon. » Camille sourit, radieuse. « Merci, ma puce. Meilleur que les lasagnes des grands restaurants. »« Ah bon, tu as mangé des lasagnes dans des grands restaurants ?»« Non, mais je parie que c'est pire que ça. » Tous rirent aux éclats. Ce fut le premier rire de groupe qui résonna entre ces murs depuis des années. Alexandre regarda autour de la table. Camille, Manon, Sandrine, une famille. Pas de sang peut-être, mais une famille quand même. Après le dîner, Alexandre emmena Camille marcher dans le jardin éclairé. Elle s'accrocha à son bras pendant qu'il marchait doucement sur la pelouse. « J'ai peur. De quoi ? De me réveiller et de découvrir que tout ça est un rêve, que je suis encore enchaîné dans cet entrepôt, que tu ne m'as pas trouvé. » Alexandre s'arrêta, la tourna doucement pour qu'elle le regarde, lui tint le visage entre ses mains. « C'est réel, je suis là, tu es là, on est ensemble de nouveau. Et Sébastien, en prison. Il va rester enfermé très longtemps. L'avocat me l'a garanti aujourd'hui. » Camille prit une profonde inspiration, relâchant l'air doucement.
Je devrais le haïr, mais je ne ressens que rien, le vide. C'est parce que tu es fatigué de ressentir de la douleur. Oui, ils rentrèrent à l'intérieur. Manon était dans le salon avec Sandrine, regardant un film. Camille s'assit à côté d'elle sur le canapé. Manon s'appuya contre son épaule sans demander la permission, avec naturel. Camille passa son bras autour de l'enfant, l'enlaçant. Alexandre resta dans l'encadrement de la porte, observant la scène. La maison qui avait été vide et grise pendant 1 an était maintenant pleine, de voix, de vie, d'un amour qui n'avait pas besoin de lien du sang pour être réel et profond. À la fin de la semaine, Camille eut sa première séance avec la psychologue spécialisée en traumatisme. Elle revint silencieuse, pensive. Alexandre ne demanda pas de détails. Elle lui raconterait quand elle serait prête. Le soir, alors qu'il se préparait à dormir, elle rompit le silence. La psychologue a dit que ça prendrait du temps, que le traumatisme ne disparaît pas vite. « Je sais, ma vie. Prends le temps qu'il te faut. » Mais elle a dit que j'ai quelque chose que beaucoup de gens dans ma situation n'ont pas. Quoi donc? Une raison puissante d'avancer. Toi, Manon, Sandrine, cette maison pleine de gens, cette nouvelle vie qu'on construit. Alexandre l'enlaça par derrière, entourant sa taille, appuya son menton sur son épaule. On va aller bien. Tu crois? Je le sais. Camille se tourna dans ses bras, l'embrassa, doucement, avec sentiment. Pour la première fois depuis son retour à la maison, quand ils se séparèrent, elle sourit avec espoir. « Je crois en toi. » Ils se couchèrent dans le grand lit. Camille posa la tête sur son torse, écoutant son cœur, ferma les yeux, s'endormit presque instantanément. Alexandre resta éveillé un peu plus longtemps, regardant le plafond dans l'obscurité, pensant à comment la vie tourne si vite, comment la douleur se transforme en guérison. Comment le vide absolu devient abondance. Une petite fille de 8 ans, une parfaite inconnue, avait changé le destin de tous. Avec courage, avec une bonté pure, avec un dessein froissé et une vérité inconfortable. Et maintenant ils étaient 4, une famille improbable, assemblée avec des morceaux brisés, mais réels. Il ferma les yeux finalement. Pour la première fois en 1 an, il dormit toute la nuit d'une traite. Sans cauchemar, sans sentir le vide de l'autre côté du lit, juste la paix. 5 ans plus tard, le van s'arrêta devant le bâtiment neuf et moderne. Vitres teintées, 3 étages de haut, une plaque argentée brillait à l'entrée. Institut Manon, l'espoir pour ceux qui en ont besoin. Alexandre descendit du siège conducteur. Camille sortit juste derrière lui. Manon sortit en dernier. 13 ans maintenant, adolescente. Cheveux attachés en queue de cheval haute, uniforme du collège privé impeccable, sac à dos à l'épaule. C'est vraiment nécessaire que je vienne toutes les semaines. Camille sourit, ajustant le col de sa chemise. C'est nécessaire, c'était ton idée, tu te souviens? J'avais 8 ans, je ne savais pas que ça allait devenir tout ça. Alexandre lui posa la main sur l'épaule avec fierté. Tu as sauvé bien plus que nous seulement. Tu as prouvé qu'on peut changer les choses, si on le veut. Manon leva les yeux au ciel avec une moue d'adolescente, mais sourit discrètement. Ils entrèrent ensemble. La réception était pleine d'activités, enfants courant, mères attendant leur tour, bénévoles avec des gilets organisant les files. Sandrine était derrière le comptoir principal, cheveux courts et modernes, vêtements de bureau élégants, un sourire radieux sur le visage. « Vous êtes arrivés? On est là. » Sandrine sortit du comptoir pour embrasser Manon. Sa fille faisait presque sa taille maintenant. Comment s'est passé le contrôle? J'ai eu 14. Seulement 14? Maman, les maths, c'est super dur. Sandrine rit, prit un dossier avec des listes. Aujourd'hui, nous avons 23 familles enregistrées. 12 ont besoin de paniers repas urgents. 8 ont besoin d'une consultation médicale générale. 3 cherchent un emploi formel. Alexandre hocha la tête, prenant note mentalement. Je vais parler aux entrepreneurs de la liste de contacts, voir quel poste on peut trouver pour eux. Camille marcha vers l'espace de jeu des enfants. Elle s'assit sur le sol avec eux, ouvrit un grand livre et commença à lire une histoire avec enthousiasme. Les enfants s'agglutinèrent autour d'elle, calmes, attentifs à chaque mot.
Manon resta debout à regarder la scène. Elle vit une petite fille pleurant doucement dans un coin, seule, vêtements déchirés et sales, pieds nus. Elle s'approcha doucement, s'accroupit à sa hauteur. « Salut. Ça va ?» La petite essuya son visage sale du revers de la main. « J'ai faim. Viens, je vais te donner un goûter. » Elle lui prit la main, l'emmena jusqu'à la cafétéria de l'Institut, lui donna un sandwich, un jus en brique, une pomme. La petite mangea avec désespoir. Manon s'assit à côté d'elle, lui tenant compagnie. « Comment tu t'appelles ?»« Anna. Tu as quel âge ?»« 7 ans. Où est-ce que tu habites, Anna ?»« Sous le pont du Périph', avec ma maman. » Manon sentit une pression familière dans sa poitrine. Elle connaissait cette histoire mieux que personne. C'était sa propre histoire, 5 ans auparavant. « Ta maman est ici ?»« Oui. Elle parle avec la dame là-bas. » Manon regarda vers la réception. Une femme extrêmement maigre, cernes marquées, vêtements vieux et usés, discutant avec Sandrine. Sandrine l'écoutait attentivement et notait tout. Manon fit un signe à Alexandre. Il s'approcha immédiatement, discuta brièvement avec Sandrine. Sortit son téléphone, passa un appel. 15 minutes plus tard, la femme avait une consultation médicale complète programmée pour l'après-midi même. Des paniers repas garantis pour 3 mois renouvelables. Un entretien d'embauche pour le mardi suivant. La femme pleura de gratitude, embrassant Sandrine, remerciant 5 fois de suite sans pouvoir y croire. Manon observa tout depuis la cafétéria. Elle comprit d'un coup. C'était ça. C'était pour ça que l'institut qui portait son nom existait. Pour faire pour d'autres personnes exactement ce qu'ils avaient fait pour elle et pour sa mère. En fin d'après-midi, ils fermèrent les portes au public. La dernière famille partit avec ses sacs d'aide. Alexandre, Camille, Sandrine et Manon s'assirent dans la salle de réunion ovale. « Combien de familles avons-nous aidé déjà ?» Sandrine vérifia le registre numérique sur la tablette. 238 familles, depuis qu'on a ouvert les portes. Alexandre regarda Manon avec intensité. 238 vies différentes. Tout ça grâce à toi. Ce n'était pas que moi. Si, c'était toi. Tu as commencé tout ça. Tu as eu le courage d'agir quand personne d'autre ne l'aurait eu. Manon regarda vers le bas, vers ses mains. Elle joua avec le bracelet en argent que Camille lui avait offert à son dernier anniversaire. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Et ça a tout changé. Ils rentrèrent à la maison à la tombée de la nuit. Dînèrent ensemble comme toujours. Riz, haricots, steak, salade fraîche, discutèrent des détails de la journée, des histoires des familles, des projets pour la semaine suivante à l'Institut. Après le dîner, Manon monta dans sa chambre. Elle avait des devoirs. Camille alla la voir quelques minutes plus tard. Toqua à la porte ouverte. « Je peux entrer ?» ?»« Entre. » Camille s'assit sur le bord du lit. Manon était au bureau. Cahier ouvert, stylo en main, mais sans écrire. « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui. »« Pourquoi ? Tu es restée très silencieuse cet après-midi. » Manon lâcha le stylo sur le cahier. « J'ai vu cette petite, Anna, et je me suis souvenu de moi, il y a 5 ans, vivant sous le pont au milieu des ordures, ramassant des canettes pour manger, ayant faim tout le temps. Et maintenant ? Maintenant, j'ai une maison immense, de la nourriture en trop. Je vais dans un collège privé, j'ai une famille. » Camille se leva et s'approcha d'elle, lui mit la main sur l'épaule avec affection. « Tu mérites tout ça, Manon. Tu crois ? Tu le mérites. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as choisi d'aider au lieu de passer ton chemin. Tu aurais pu me voir dans cet entrepôt et t'enfuir en courant, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté, tu m'as donné de l'eau, tu es revenu me chercher. Tu l'as dit à Alexandre en prenant des risques. Tu as changé le destin de nous tous. » Manon la regarda les yeux brillants. « Tu crois qu'Anna va s'en sortir ? Elle va s'en sortir. Parce qu'on va l'aider. De la même façon qu'on m'a aidé, de la même façon qu'on t'a aidé. » Manon sourit, apaisée, retourna à ses devoirs de maths. Camille sortit de la chambre. Elle descendit les escaliers en silence. Alexandre était sur la terrasse. Regardant le jardin éclairé par la lune, elle s'approcha doucement, l'enlaça par derrière, posant sa joue contre sa chemise. « À quoi tu penses ? » ?»« À la photo qu'on a prise aujourd'hui, à l'Institut, tous les 4 ensemble. » « Non, c'est une belle photo. C'est plus que ça.
C'est la preuve vivante que la douleur peut se transformer en but, que le vide devient abondance, qu'une enfant avec du courage peut changer le monde entier. Camille ferma les yeux, profitant de la chaleur de son étreinte. On a réussi, mon amour. Ils restèrent ainsi, dans un silence confortable, écoutant le chant des grillons, le bruit du vent bougeant les feuilles des arbres, le bruit de la vie qui se déroulait autour d'eux. Des années de douleur insupportables s'étaient transformées en années de guérison profonde. Un entrepôt abandonné et sale était devenu le théâtre d'une retrouvaille miraculeuse. Un mensonge cruel était devenu vérité. Une mort feinte s'était transformée en vie réelle, et une fillette de 8 ans, avec un courage plus grand que sa propre peur, avait sauvé bien plus qu'une femme mourante dans un hangar. Elle avait sauvé une famille entière de la destruction. Parce que parfois, la plus grande force du monde ne vient pas de ceux qui ont le pouvoir ou l'argent. Elle vient de ceux qui ont le courage de faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. Et ça, le temps ne l'efface jamais. Ça devient un héritage.